Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 20 heures. Voici les titres de ce soir. Enseignement. En Belgique, les grèves se multiplient dans le secteur de l'éducation. Les enseignants revendiquent de meilleures conditions de travail et un soutien renforcé pour les élèves. Nous faisons le point sur les mobilisations. Gouvernement. Le gouvernement belge présente un plan de réforme économique face à la crise actuelle. Mais quelles conséquences pour les secteurs les plus fragiles? Nous vous expliquons tout. Mazan, le procès de Dominique Pélicaud touche à son terme. Les peines ont été annoncées. Reportage dans ce journal. Élections américaines. Après les élections présidentielles aux États-Unis, Donald Trump annonce son équipe gouvernementale. Voici une présentation sommaire de ses membres. On commence ce soir avec la mobilisation des enseignants en Belgique. Depuis plusieurs semaines, des grèves se succèdent dans tout le pays, dénonçant les conditions de travail jugées insuffisantes et un manque de moyens pour l'éducation. Des milliers d'enseignants se sont réunis ce matin dans différentes villes pour faire entendre leurs revendications. Quels sont leurs principaux arguments et quelles réponses le gouvernement leur a-t-il apportées? Les syndicats dénoncent plusieurs mesures clés qui, selon eux, mettent en danger l'équité et la stabilité dans le secteur éducatif. Tout d'abord, la suppression des nominations permanentes remplacées par des contrats à durée indéterminée, cela fragiliserait considérablement la stabilité de l'emploi dans le milieu de l'enseignement. Ensuite, la réduction du budget pour l'enseignement qualifiant avec un risque direct pour environ 500 emplois. Et enfin, des coûts budgétaires massifs touchant les écoles publiques pour un montant total de 6,5 millions d'euros. Les syndicats craignent que ces réformes mènent à un modèle éducatif plus inégalitaire, favorisant un système sélectif et mettant en péril l'accès démocratique à l'éducation. Les représentants syndicaux appellent à une réponse rapide du gouvernement face à une menace pour l'avenir de l'enseignement. Merci beaucoup Mbérika. Désormais, passons la parole à notre analyste qui nous en apprendra plus sur les enjeux de cette situation. Les syndicats, menés par des figures comme Roland Lahaye, CSC, se sont montrés fermes dans leurs revendications. Selon eux, ces réformes risquent d'accroître les inégalités dans le secteur éducatif et de fragiliser encore davantage le personnel enseignant. Ils demandent une réponse rapide et ferme de la ministre de l'Enseignement, Valérie Glatini, mais aussi de la ministre-présidente Elisabeth De Greve. Ces dernières ont affirmé comprendre les inquiétudes tout en insistant sur le fait que les missions essentielles des écoles seraient garanties. Cependant, aucune solution concrète n'a encore été avancée, ce qui alimente les tensions. De leur côté, les syndicats préviennent, si aucune mesure n'est prise, les mobilisations pourraient s'intensifier dans les semaines à venir. Pour conclure, cette situation illustre un profond mécontentement face à des réformes perçues comme menaçant l'avenir de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme nous venons de le voir, les tensions entre le personnel éducatif et le gouvernement ne semblent pas prêtes de s'apaiser. Le procès de Mazan a révélé une histoire de violence et de soumission chimique qui a duré près de 10 ans. Dominique Pélicaud, l'ancien mari de Gisèle Pélicaud, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué sa femme à son insu et l'a livrée à des dizaines d'inconnus pour abuser d'elle. Revenons en détail sur les témoignages, les répercussions de ce procès et les réactions qu'il a suscitées. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette affaire qui a secoué la France. En effet, l'affaire des viols de Mazan, très médiatisée, aborde des questions cruciales sur la définition du viol en France et l'importance de l'éducation pour prévenir les violences sexuelles. Dominique Pélicaud, retraité de 71 ans, a orchestré des agressions sexuelles sur sa femme, Gisèle Pélicaud, âgée de 72 ans, en la droguant avec des anxiolytiques et en la livrant à 50 hommes recrutés en ligne de juillet 2011 à octobre 2020. Ces actes ont été filmés et documentés par Pélicaud dans leur domicile à Mazan, commune française. Les 50 hommes, âgés de 26 ans à 74 ans, identifiés grâce aux vidéos, sont jugés devant la cour criminelle de Vaucluse. Dominique Pélicaud, principal accusé, a été condamné à 20 ans de prison. Les autres accusés ont reçu des peines variant de 3 à 15 ans de réclusion. Pélicaud, reconnaissant pleinement les faits, il a déclaré « Je suis coupable, j'ai tout gâché, je dois payer ». Victime de viol durant son enfance, cette affaire soulève certaines interrogations quant aux répercussions de ces traumatismes sur ses agissements.
Le procès de Mazan, suivi par 138 médias, met en évidence les failles du système judiciaire et soulève un débat sur la culture du viol. Les accusés rejettent souvent la notion de consentement, invoquant des fantasmes échangistes. Gisèle Pellicot, victime, insiste sur l'importance de l'éducation pour transformer les mentalités et affirme: la honte, ce n'est pas à nous de la voir, c'est à eux. Elle exprime ainsi sa volonté de voir un réel changement dans la société. Cependant, en France, l'absence de la notion de consentement dans la définition pénale du viol est vivement critiquée. Ce procès pourrait alors devenir un tournant historique pour réformer la justice et offrir une meilleure protection aux victimes. Cette affaire met en lumière la manipulation, la perversion dans les relations conjugales et les profondes conséquences sociétales de telles violences. Le verdict est attendu pour le 20 décembre 2024. Le procès met également en lumière un besoin urgent de sensibilisation sur la soumission chimique, un phénomène dont les tests restent coûteux et difficiles à accéder pour les victimes. L'Ordre des médecins a appelé au remboursement de ces tests, un sujet crucial mis en avant par l'affaire. Ce procès pourrait ainsi marquer une étape décisive dans la reconnaissance de ces agressions et dans la transformation de la législation pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles. Dans un contexte où l'impunité des agresseurs demeure trop souvent, l'affaire de Mazan pourrait être un élément déclencheur pour changer en profondeur la manière dont la société et la justice perçoivent et traitent le viol. En renforçant l'éducation et la législation, la France pourrait se rapprocher d'une société plus égalitaire et respectueuse des droits des femmes. En effet, l'affaire des viols de Mazan, très médiatisée, aborde des questions cruciales. La formation du gouvernement belge est un processus qui reste complexe. Bart De Wever n'ayant que deux options entre la coalition Arizona et Lagon, un reportage fait par Loris Beyens et Romain Carels. En 2024, la Belgique traverse une nouvelle étape dans la formation de son gouvernement, un processus toujours complexe en raison de la diversité politique, communautaire et linguistique du pays. Le pouvoir exécutif est exercé par le gouvernement fédéral. Ce dernier se compose de 15 ministres maximum. Ces derniers sont sous l'autorité du Premier ministre. Chaque nouvelle configuration gouvernementale se construit à partir de longues négociations entre partis aux visions parfois très divergentes. Après les élections fédérales, le Premier ministre démissionnaire présente sa démission au roi. Après les élections fédérales de mai 2024, le paysage politique est particulièrement fragmenté, ce qui entraîne une série de discussions difficiles pour former une coalition stable et capable de gouverner tout en respectant les équilibres communautaires. Ce processus illustre une fois de plus les spécificités du fédéralisme belge, qui repose sur un équilibre délicat entre les régions et les communautés. Je laisse maintenant la parole à notre expert politique, Loris Beyens. Les élections fédérales de 2024 montrent un changement dans l'équilibre des forces politiques. En Flandre, les partis de droite comme la N-VA, le Vlaams Belang, l'Open-VLD et le CD&V, tandis qu'en Wallonie et à Bruxelles, les partis progressistes comme le PS et le PTB conservent une position solide. Cependant, les partis du MR et des engagés sont en tête des résultats des élections au Parlement européen, à la Chambre, mais aussi au Parlement wallon. Cette diversité rend la tâche de Bart De Wever d'assembler une majorité politique stable et très difficile. Les partis doivent surmonter leurs divergences idéologiques tout en répondant aux demandes concernant la répartition des différentes entités fédérées, notamment en matière de finances publiques, de politique sociale et de questions communautaires. Merci à M. Beyens pour cet éclairage. Pour conclure, la coalition Arizona reste tout de même l'objectif principal et le gouvernement belge espère obtenir un gouvernement stable d'ici la fin de l'année. Pour terminer, les élections américaines ont laissé une trace dans les esprits. Donald Trump a enfin annoncé son équipe gouvernementale. Voyons ensemble sa future composition. Reportage de Ilana Klaus et Benoît Parmentier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'équipe qui constituera la nouvelle administration américaine suite à l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Après une campagne riche en rebondissements, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a dévoilé les membres clés de son futur gouvernement, une administration qui reflète bien la personnalité haute en couleur de son président. Dans cette partie, nous voyons Elon Musk, un soutien incontournable de Donald Trump durant sa campagne. Il dirigera la commission à l'efficacité gouvernementale, assistée par Vivek Ramaswamy. Leur mission, réorganiser l'administration américaine en réduisant les dépenses inutiles et en rendant les structures plus efficaces. Musk, avec son expertise en innovation, apportera une approche entrepreneuriale à la gestion gouvernementale.
Ici, nous avons Robert F. Kennedy Jr. Il est connu pour ses positions controversées, notamment ses actions anti-vaccination et ses théories complotistes. Issu d'une grande dynastie politique, il a aussi une carrière de plus de 30 ans dans la défense de l'environnement. Sa nomination en charge de la santé et des services sociaux a surpris et divisé, mais elle reflète les alliances stratégiques de Trump durant la campagne. Matt Gaetz devient ministre de la Justice. Républicain fervent et opposant catégorique à l'avortement, il incarne une droite dure. À ses côtés, Stephen Miller, un visage bien connu des politiques anti-immigration, à la tête de la sécurité des frontières, il poursuivra des mesures strictes en faveur de la protection des valeurs américaines traditionnelles. Enfin, voici Pete Hegseth, nommé secrétaire à la Défense. Ancien militaire et commentateur sur Fox News, il a souvent critiqué les politiques dites woke dans l'armée et milité pour une meilleure prise en charge des anciens combattants. Il a désormais l'opportunité de transformer ses idées en actions concrètes. Pour conclure, cette équipe, sous la houlette de Donald Trump, annonce une administration dynamique et controversée. Des changements importants sont à prévoir et peut-être même d'autres nominations. Une chose est sûre, le mandat qui s'ouvre sera loin d'être calme. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations. Passez une excellente soirée.